Bonsoir à celles et ceux qui nous ont rejoints en cours de route. Euh, et merci à ceux qui sont là depuis le début pour leur concentration intense. On va terminer cette grosse après-midi consacrée au principe pollueur-payeur, son application, les enjeux qui se posent, etc. On va terminer par un échange avec Hélène Duguic, qui a déjà pris la parole tout à l'heure, et Alexandre Rambaud, que je vais présenter dans un instant autour de la question de l'évaluation des impacts environnementaux et de leur intégration économique, on va dire. Alors, pour démarrer, je vais laisser la parole à Hélène, qui, donc, comme elle vous en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure, travaille en particulier sur la réglementation qui porte sur les produits chimiques et qui a pu mesurer, enfin, ne faudrait pas que j'utilise ce terme, mais en tout cas, constater certaines limites dans l'analyse socio-économique des impacts environnementaux liés aux produits chimiques, donc dans sa pratique au sein de l'ONG Clay and Earth, et donc dont elle va pouvoir nous parler tout de suite. Merci. Rebonjour à tous. Et je vais essayer d'être brève et interactive parce que c'est la fin de journée, ça va être un peu compliqué là, à ne pas s'endormir. Donc, n'hésitez pas à m'arrêter si je suis un peu trop ennuyeuse. Euh, L'une des problématiques qu'on a en tant qu'ONG, et je pense dans le domaine de manière générale environnementale lié au principe pollueur-payeur, c'est la compréhension de la notion de dommage. Parce que ça implique de mesurer l'impact en fait d'une activité par exemple industrielle ou autre. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, moi je travaille plus particulièrement sur la pollution chimique, notamment dans le cadre du règlement REACH sur l'autorisation des produits chimiques sur le marché européen, que vous connaissez peut-être, ce règlement un peu monstre de l'Union européenne, enfin, qui est appliqué au niveau de l'Union européenne dans tous les États. Et je voulais un peu vous donner une perspective très concrète de comment ça marche, en fait, la mesure des impacts en matière de pollution chimique. Pour vous donner un peu une idée de comment ça fonctionne au niveau de l'Union européenne. Donc, vous connaissez peut-être le Better Regulation Agenda de la Commission européenne, inspiré vraiment de l'OCDE. Donc, l'idée, c'est qu'on veut plus de transparence et des décisions objectives pour mesurer les impacts. Donc, on applique quelque chose qui s'appelle l'analyse socio-économique. Donc, c'est une analyse très souvent quantitative des impacts pour savoir si oui ou non on va adopter une politique européenne. Dans le domaine des produits chimiques, par exemple, si l'Union européenne veut, par exemple, réglementer un produit chimique qui est un perturbateur endocrinien, un produit persistant, un produit cancérigène, eh bien, on va utiliser bien sûr une analyse du risque, mais il va aussi y avoir une analyse socio-économique. Vous allez me dire, c'est un peu bizarre si on sait que le produit est hyper dangereux, on mesure l'impact pour savoir si oui ou non on va le réglementer. Eh bien oui, pourtant ça existe. Ce qui se passe, c'est que donc les entreprises, par exemple, peuvent demander à l'Union européenne de continuer à utiliser des substances qui sont sur la liste rouge, c'est-à-dire que ce sont des substances très préoccupantes, les plus préoccupantes. Imaginez des perturbateurs endocriniens graves, des cancérigènes, des mutagènes, bref, un tas de substances pas top. Et donc, les entreprises vont pouvoir continuer à les utiliser si elles prouvent que le coût de l'arrêt de la production de la substance est supérieur au risque présenté pour la santé humaine et l'environnement. Cela implique de mesurer d'un côté les coûts à l'entreprise et de l'autre les impacts environnementaux et sociaux. C'est bien sûr une comparaison très étrange, car les coûts aux entreprises sont presque toujours considérés comme supérieurs au risque, comme vous pouvez l'imaginer. C'est-à-dire que l'Agence européenne des produits chimiques va recevoir cette information des entreprises qui vont dire, vous vous rendez compte, tous les processus qu'on va devoir renouveler, ça nous coûte ta, et ça c'est assez facile à chiffrer par rapport à l'impact sur des communautés de continuer à utiliser une substance comme par exemple le chromium 6, qui est une substance cancérigène. Je voulais vous donner l'exemple d'une méthodologie qui est utilisée au quotidien à l'Agence européenne des produits chimiques et qui, moi, m'a beaucoup choquée quand j'ai commencé à suivre les processus, puisque Clienters, on est représentant société civile à l'Agence européenne des produits chimiques, c'est-à-dire qu'on assiste
à toutes les discussions qui sont faites en comité scientifique quand il faut discuter d'un produit qui doit être ou pas autorisé sur le marché. Cette méthodologie, ça s'appelle la propension à payer, ou willingness to pay. Donc en gros, on va utiliser des valeurs, on va mesurer ce que les consommateurs et citoyens seraient prêts à payer pour éviter de subir les effets d'un produit chimique. Par exemple, combien est-ce que vous êtes prêt à payer pour que votre enfant naisse avec 2 reins et pas un seul? Combien est-ce que vous êtes prêt à payer pour en fait avoir 100% du nombre de spermatozoïdes que vous êtes censé avoir à votre naissance et pouvoir avoir des enfants normalement entre 25 et 50 ans, on va dire. Cette méthodologie, elle est vraiment utilisée au quotidien et ça pose un certain nombre de problèmes, comme vous pouvez l'imaginer. Ça suppose qu'on va assigner un prix aux impacts, mais peut-on vraiment mettre un prix sur l'infertilité, le risque que son bébé ait des problèmes neurologiques dès la naissance? Ensuite, la définition de ces valeurs, ça conforte l'hypothèse que les préférences individuelles vont déterminer si la société devrait ou non payer pour réduire le risque posé par des produits chimiques nocifs, alors que ça devrait être une décision sociétale et pas qui repose sur des préférences individuelles. Juridiquement parlant, c'est également un problème, puisqu'on sait que la santé est un droit fondamental et que ça paraît bizarre que même si on avait la capacité ou la volonté de payer pour ce genre de risque, on doive le faire. Scientifiquement, c'est aussi problématique puisque ces préférences, elles sont utilisées comme référence de valeurs objectives que l'Agence européenne des produits chimiques utilise comme valeurs scientifiques. On pourrait demander si la capacité de payer, au-delà de la volonté, a été prise en compte. Les personnes à faible revenu, par exemple, pourraient être moins disposées à payer, simplement parce qu'elles n'en sont pas capables. Donc, imaginez, je ne sais pas, des personnes qui vivent dans des milieux défavorisés, si on leur demande combien elles seraient prêtes à payer pour ne pas, je sais pas, avoir des problèmes dermatologiques liés à des produits chimiques, peut-être qu'ils vont répondre 50 euros parce qu'en fait, ils ont 100 euros sur leur compte épargne. Donc, cette méthodologie, elle mène à un résultat très concret. Les entreprises sont autorisées à placer sur le marché des substances chimiques connues comme posant un danger extrêmement grave pour l'environnement et la santé, et c'est la société qui paiera plus tard pour les impacts liés à ces substances. C'est donc finalement un complet renversement du principe pollueur-payeur, puisqu'on autorise le pollueur à polluer sans en payer le coût, en tout cas à court terme. Pour certains produits chimiques, et on l'a mentionné avant, et certains des intervenants l'ont mentionné, c'est d'autant plus problématique quand on pense par exemple aux perfluorés qui sont responsables d'une pollution dite éternelle, parce qu'ils s'accumulent dans l'environnement et dans les corps, et c'est quasiment impossible de dépolluer. Donc, comment calculer le coût sur l'environnement et la santé de ça? Finalement, ça ne se chiffre pas vraiment quand on pense aux problématiques sur des générations, plusieurs générations que cela pourrait poser. Les bisphénols, perturbateurs endocriniens très graves qui continuent à être placés sur le marché dans des produits aux consommateurs et qui ont, si on compte tous les perturbateurs endocriniens aujourd'hui sur le marché européen, ont finalement un effet plus global sur la perte de biodiversité, puisqu'ils sont responsables pour la perte de fertilité à la fois sur l'humanité, mais aussi au niveau de wildlife, des espèces animales et des autres êtres vivants. On estime qu'un homme aujourd'hui a 50% moins de spermatozoïdes que son grand-père au même âge. Donc, c'est dû aux perturbateurs endocriniens. Donc voilà, je voulais juste offrir cette perspective un peu très réaliste sur comment aujourd'hui est monétarisé l'impact sur la santé humaine et l'environnement d'une pollution et donc au fait que les aspects financiers sont survalorisés. Ça, derrière cette du coup, méthodologie censée être scientifique, c'est ce qu'on appelle l'analyse coût-bénéfice. Il y a un jugement de valeur finalement très fort, puisqu'on considère que la quantification a plus de valeur que la qualification. Sauf que certaines choses sont plus faciles à monétariser que d'autres. Voilà. Merci beaucoup, Hélène, pour cette entrée très concrète sur le sujet. Et ça va me permettre de faire rebondir directement à Alexandre Rambaud. Alors, juste un mot pour vous présenter. Alors, de manière très, très résumée, vous êtes l'un des porteurs en France d'une méthode de comptabilité qu'on appelle la méthode CARE. C'est l'une de vos casquettes, en tout cas, et dont vous pourrez nous parler sans doute là dans un deuxième temps. Mais en tout premier, je voulais vous faire rebondir sur ce que vient
d'IRLM. Est-ce que ces limites de l'analyse coût-bénéfice, on les retrouve d'une manière générale? Enfin, est-ce qu'on peut élargir un petit peu cette analyse, ce constat, à d'autres secteurs ou... Merci. Alors, merci beaucoup pour l'invitation à intervenir dans ce cadre et enfin, à toutes et à tous. Oui, alors la question de l'analyse coût-bénéfice, hein, c'est un point qu'on retrouve de façon très générique hein, dans les débats autour de l'économie. On a les questionnements aussi en comptabilité, ça parcourt le droit. Et derrière, hein, justement, ce qui a été dit à la fin, je pense très, très important, c'est que cette notion-là, euh, on peut renvoyer à beaucoup de choses, mais généralement, en fait, elle renvoie à une vision de l'économie. C'est-à-dire que je pense qu'il est important d'avoir en tête que l'analyse coût-bénéfice, en tout cas telle qu'elle est pensée la plupart du temps, de façon assez classique, est intégrée dans une façon de comprendre l'économie, qu'on appelle l'économie néoclassique, l'économie mainstream, on va dire, et donc avec un certain nombre d'hypothèses hein, sur la rationalité des acteurs, la façon en fait dont l'économie fonctionne. Voilà. Et du coup, par exemple, à un moment donné, il était parlé de déontologie sur la santé. Dans cette vision en fait de l'économie, la question de la déontologie n'existe pas, c'est-à-dire on est dans ce qu'on appelle l'utilitarisme. Et mon point, c'est déjà en fait de ne jamais oublier que les outils économiques s'inscrivent toujours dans un cadre des théories, des philosophies qui sont sous-jacentes. Et donc, l'analyse coût-bénéfice s'inscrit, en tout cas celle qu'on pratique la plupart du temps, déjà dans une vision orientée de l'économie. C'est-à-dire que, pour le dire autrement, il y a plein de variétés de théories économiques qui sont proposées, économie institutionnelle, économie régulationniste, marxisme, etc. Et on ne va pas en fait mobiliser les mêmes outils. Donc l'analyse coût-bénéfice, c'est vraiment une orientation, enfin ça s'inscrit dans une orientation spécifique de l'économie. Alors à partir de là, justement, il faut bien comprendre que on pose comme base, hein, vraiment, c'est la base, que effectivement les comportements individuels sont déterminants. Il n'y a pas en fait de collectif, il n'y a pas de société véritablement. C'est un amalgame en fait d'individualité et que chaque individu va chercher à maximiser en fait sa propre fonction de bien-être, enfin, sa propre ce qu'on appelle l'utilité. Et donc voilà, il y a tout un ensemble d'axiomes comme ça. Et c'est sur ces bases-là que on fait reposer l'efficacité, en tout cas la recherche d'efficacité de cet outil. Je le précise d'autant plus que c'est important, je pense, encore une fois, d'avoir en tête que l'analyse coût-bénéfice ne vient pas, c'est pas quelque chose qui est objectif et qui s'impose de soi comme ça, en dehors de tout cadre économique. Alors, une fois posé ça, ce qu'on trouve derrière l'analyse coût-bénéfice, et là, en tant que comptable, il y a beaucoup de choses à dire sur la notion de coût. Parce que, en fait, j'ai tendance à appeler ça plutôt une analyse en termes de perte et de gain de valeur, et de perte et de gain de valeur sur un marché, ou un marché soit réel ou un marché théorique, tel qu'il pourrait apparaître s'il y avait un marché. Alors pourquoi je précise ça? C'est parce que, et je reviendrai dessus justement, en comptabilité, en tout cas en comptabilité classique, la notion de coût renvoie à quelque chose de très précis, c'est le coût d'une action, c'est les ressources financières allouées pour une action précise. La notion de coût qu'on retrouve dans une partie de l'économie, encore une fois, sans rentrer dans les détails de grandes théories, mais inclut en fait d'autres choses, notamment ce qu'on appelle le coût d'opportunité. Et pour le dire plus clairement, en fait, hein, ce qu'on va mettre derrière le coût, c'est aussi une perte liée à une valeur de marché, une perte de marché en fait. C'est-à-dire que vous aviez un bien, ou vous aviez même un bien environnemental sur lequel vous pouvez arriver d'une façon ou d'une autre à mettre un prix. On va dire il y a un coût parce que cette, voilà, ce bien environnemental, enfin, ce commun environnemental normalement, mais bon, en fait, pour une raison X, Y ou Z est atteint en fait dans son intégrité et du coup, ça va être interprété comme une perte de valeur de marché théorique. Et donc, c'est cette perte de valeur de marché qui correspond à un coût. Mais il n'y a pas une action derrière, c'est pas un coût d'action, c'est un coût au sens économique en termes de perte de valeur potentielle.
Donc, l'analyse coût-bénéfice, hein, c'est en fait, généralement, une analyse entre des gains de valorisation versus des pertes de valorisation. Donc, ça veut dire qu'il va falloir effectivement trouver une valeur économique sur tout. Il va falloir essayer de poser une valeur économique si on va sur cette orientation-là et de faire, donc c'est plus et c'est moins en termes de gains et de pertes. L'exemple qu'on peut donner facilement, c'est vous avez une agricultrice qui gère un sol. Ce sol a une valeur de marché. Et ce qui se passe, c'est qu'elle peut considérer que, par exemple, elle exploite beaucoup le sol pendant une année. Donc, avec cette exploitation, elle va avoir donc un chiffre d'affaires et un bénéfice direct. Et que comme le sol a été très exploité, le sol, du coup, eh bien, il va perdre en valeur de marché. C'est-à-dire qu'il est très, très exploité. Et si elle devait le revendre, elle ne pourrait pas le revendre très cher. Donc là, l'analyse coût-bénéfice, ça va dire j'ai gagné beaucoup, mais dans le même temps, j'ai mon champ qui a perdu beaucoup de valeur. Puis il peut y avoir une autre stratégie qui est de dire j'exploite moins, en fait, de façon moins brutale le sol, donc je gagne potentiellement moins de profit, mais dans le même temps, mon sol ne va pas perdre, en fait, va perdre moins de valeur. Et donc la question, c'est qu'est-ce que je fais et comment je compare les deux situations? C'est là où l'analyse coût-bénéfice va dire comparons dans les deux cas ce que l'on gagne versus la perte de valeur marchande du sol et voyons ce qui est le mieux. Puis on va essayer de reproduire ça d'année en année. Alors c'est comme ça qu'on crée en fait des trajectoires dites de durabilité qui sont censées en fait donner une orientation pour choisir en fait la meilleure, entre guillemets, en tout cas sur ces bases-là, façon de gérer donc un sol et de façon générale un écosystème. Donc c'est ça toute la philosophie derrière l'analyse coût-bénéfice, telle qu'elle est posée de façon standard. Et la problématique à laquelle ça renvoie, c'est outre les hypothèses sur lesquelles ça repose, encore une fois, les hypothèses économiques sur lesquelles ça repose, en fait, ça conduit à une réflexion qui est de dire, admettons qu'on choisit justement une trajectoire de gestion d'un écosystème sur ces bases-là. Où est-ce que ça nous mène? Est-ce que ça mène à une gestion de l'écosystème qui est raccord avec une préservation telle qu'on voudrait sur une base scientifique? Alors, ce que ça veut dire voudrait, c'est... Mais ça mène à quoi, en fait? Et c'est là où le bas blesse, c'est qu'on sait dans un certain nombre de cas que l'analyse coût-bénéfice mène à des trajectoires qui peuvent être dévastatrices. C'est-à-dire, notamment, on sait pour la gestion de population animale que l'analyse coût-bénéfice peut conduire à l'extinction, en fait, donc du coup rationnelle, dans ce cas-là, rationnelle selon l'analyse coût-bénéfice de la population animale. Ça a été un papier historiquement très célèbre de Clark, qui est un grand bioéconomiste, sur les baleines, où il a démontré que l'analyse coût-bénéfice conduisait systématiquement en fait à l'extermination des baleines, et c'est pour ça qu'il faut une réglementation. C'est un papier de 73 qui était paru dans Science. Donc ça pose en fait des problèmes de fond, la question de l'analyse coût-bénéfice, sur ces bases-là aussi. Donc en termes de choix de théorie de cadre économique, et en termes de conséquences quand on va vraiment au bout de la logique. Et alors, est-ce que vous pouvez nous présenter de manière synthétique l'approche alternative que vous avez contribué à construire avec cette méthodologie différente d'analyse qui est CARE, pour qu'on puisse ensuite peut-être entendre la réaction d'Hélène pour voir si ça fait écho aux problématiques qu'elle rencontre et est-ce que ça permettrait d'apporter une réponse différente, le fait au niveau de la comptabilité, en tout cas, d'avoir une approche différente. Alors, de façon très résumée et succincte, en fait, ce qui se passe, c'est que contrairement à ce qu'on peut avoir parfois comme idée, la comptabilité ne fonctionne pas de la même façon que un grand nombre en fait, de théories économiques. C'est-à-dire que les bases, encore une fois, à l'univers dans lequel va évoluer la comptabilité, n'est pas exactement celle de l'économie. Il n'y a pas de... justement, généralement, il y a des divergences assez profondes. Alors pourquoi je dis ça? C'est parce que actuellement, et en introduction justement à pourquoi a été posé CARE, actuellement, il y a un vaste plan au niveau européen, et en fait même au niveau mondial, mais déjà au niveau européen, de normalisation de la comptabilité dite de durabilité.
Alors, c'est ce qu'on appelle au niveau européen CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive, donc la directive de reporting sur la soutenabilité d'entreprise, qui va véritablement modifier de façon très profonde la façon de comprendre un modèle d'affaires et qui va s'appliquer progressivement non seulement aux grandes entreprises, mais aux PME côté. Et le but est que ça arrive aux grandes PME à terme. Donc, on est en train d'avoir un impact sur l'économie vraiment au-delà des grandes entreprises, donc l'économie standard de l'Union européenne. Et pourquoi je parle de ça? C'est parce que la logique en fait, qui a été retenue, c'est d'exiger des entreprises concernées d'être dans une philosophie, la philosophie suivante, et qui est extrêmement raccord avec la façon de penser la comptabilité classique. On pose des objectifs sur des bases, en fait, des bases, par exemple, biophysiques, sur les questions environnementales. Donc, par exemple, sur la question climatique, il est exigé que les entreprises aient des targets, c'est le terme, des targets documentés scientifiquement de façon à expliquer en quoi ces targets sont alignés sur l'accord de Paris. Et la recommandation est de structurer, pour le faire simple, des budgets carbone, c'est-à-dire une désagrégation du budget carbone planétaire au niveau des entreprises. Donc là, on a une target. À partir de là, il doit y avoir des plans d'action qui sont des plans d'action en termes d'actions réelles à mener, en termes de qu'est-ce qu'on change dans l'entreprise, qu'est-ce qu'on change à la chaîne de valeur, et le cas échéant, si besoin et qu'on ne peut pas faire autrement, en fait, documenter s'il doit y avoir recours à des puits de carbone, puisque de toute façon, la contrariété à une puits de carbone passera à un moment donné par la nécessité d'avoir des puits d'une façon ou d'une autre. Mais en tout cas, en fait, les différentes actions vont devoir être structurées et détaillées. Et derrière, il est aussi exigé que l'on indique les coûts réels de ces actions. Et donc là, la doctrine de l'Union européenne sur la normalisation comptable, c'est de dire à partir de maintenant, tout ce qui va concerner donc les impacts des entreprises sur l'environnement va être selon l'objectif, enfin selon la vision objectif, plan d'action, coût réel à passer. Et il n'y aura pas en fait d'analyse coût-bénéfice. C'est ça en fait ce qui est intéressant, c'est que la question de savoir la documentation de l'impact ou s'il doit y avoir un impact ou pas ne va pas passer par analyse coût-bénéfice. Ça va être en fait l'analyse, c'est il y a un impact, il doit y avoir des objectifs de réduction sur base scientifique, les plans d'action pour y arriver et les coûts attenants. Et quelque part, point à la ligne. Alors ça change donc beaucoup de choses en fait aussi dans la conception de la perception de l'impact des entreprises sur l'environnement. Alors, à partir de là, en fait, le modèle CARE dont on parlait, c'est le coût un peu d'après. C'est-à-dire que là, l'Union européenne a posé les bases de quelque chose. L'idée, c'est d'avoir quelque chose de très systématisé avec des plans de compte complètement restructurés et toute la possibilité, en commençant par le contrôle de gestion jusqu'à la production d'un bilan et d'un compte de résultats entièrement basé sur ces idées-là, de dire, en fait, il va falloir modifier complètement toute la comptabilité et en cela les modèles d'affaires en disant, il y a en fait au niveau des écosystèmes des notions fondamentales qu'on appelle les bons états écologiques, c'est-à-dire un questionnement sur quelle est la santé des écosystèmes. Dès lors, l'impact dont on parlait sur les écosystèmes doit être évalué au regard en fait de la variation, cette variation au niveau du bon état écologique de l'écosystème concerné. À partir de là, il doit y avoir des plans d'action réels pour d'un côté faire en sorte de prévenir ou réparer les atteintes à la variation du bon état écologique, et deuxièmement, d'avoir des actions d'évitement, c'est-à-dire pour faire en sorte qu'il n'y ait pas en fait ou moins d'atteintes au bon état écologique. Donc, on est en fait des plans d'action extrêmement clarifiés et classifiés, et que derrière, on ait le chiffrage des coûts attenants, et que ces coûts-là soient rentrés dans la comptabilité, et que donc la nouvelle comptabilité de l'entreprise fonctionne sur cette base-là. Donc, c'est ça, en fait, en quelques mots, le modèle CARE. Est-ce que ça t'inspire une réaction, Hélène? Oui, c'est super intéressant. Ce serait bien qu'on ait... En fait, dans le cadre de la réglementation sur les produits chimiques, en réalité, la Cour de justice a déjà exprimé le fait que, en principe, l'objectif de la législation, c'est la protection de l'environnement et de la santé humaine. Et donc, toute politique prise dans le cadre de ce texte doit être dans le but de répondre à cet objectif. Donc, ça me fait penser à ça quand vous parlez d'objectifs avec des plans d'action.
Ça, c'est la théorie, parce qu'en pratique, c'est pas du tout ce qui se passe. Du coup, ma question, c'est comment est-ce qu'on exporte ce type de système à un système plus politique publique? Parce que là, ce que je comprends, c'est une comptabilité interne en entreprise. Donc ça serait ma première question pour sortir un peu de ce schéma analyse coût-bénéfice, qui est une analyse qui est soutenue non seulement par l'Union européenne de manière très officielle, donc c'est pas juste dans la pollution chimique, mais c'est aussi soutenu par l'OCDE, donc c'est aussi un système normatif et aussi, comme vous l'avez dit, philosophique très clair, très affirmé, donc ça risque pas de changer demain. Et ma deuxième question, c'est les limites de la méthode que vous proposez, puisque nous, en tout cas, dans notre propre petit écosystème, on remarque que quand on donne ce genre d'initiative aux entreprises, elles ont tendance à un peu utiliser la data comme elles le souhaitent. Et du coup, comment est-ce qu'on fait en sorte que les impacts et le plan d'action soient estimés de la bonne manière et que ce soit suffisamment réaliste et que les impacts, surtout pas financiers, mais sur les écosystèmes et la santé humaine, soient honnêtes en fait de la part des entreprises. Merci. Alors, on va les prendre une par une. Désolée. Non, mais c'est Merci. très... Alors, ce qui se passe, c'est que c'est déjà un système, enfin, la comptabilité sera en fait publiée. Hein. C'est des informations qui vont être publiées et qui surtout vont être auditées. Et alors, ça aussi, c'est une modification, c'est qu'elles vont être auditées sous la supervision, en France par exemple, des commissaires aux comptes, hein, c'est-à-dire des auditeurs publics assermentés par l'État. D'ailleurs, là, mais c'est la même chose en Belgique, hein, les commissaires aux comptes hein, sont en grand chambardement, vraiment, enfin, ils ont séminaire sur séminaire, parce que par exemple en France, hein, l'illustre et ancienne comité, enfin compagnie aussi des commissaires aux comptes, a changé de nom pour s'appeler la Haute Autorité de l'Audit, c'est-à-dire intégrer l'idée que maintenant leur métier sera d'auditer les informations extra-financières au nom de l'État, avec dès 2028 la nécessité d'avoir une assurance raisonnable sur les informations publiées. Alors, assurance raisonnable, c'est un terme qui vient du droit comptable et de l'audit. C'est que donc le commissaire aux comptes, hein, encore une fois, qui est assermenté hein, par l'État, hein, c'est-à-dire c'est un agent public qui acte au nom de l'État. Donc l'assurance raisonnable, hein, c'est que il doit pointer du doigt s'il y a des problématiques, c'est-à-dire de dire point par point, il y a éventuellement un problème dans ce que vous communiquez comme information extra-financière, et donc à terme dans les plans d'action, etc., etc., et il faut les corriger. Donc c'est ça l'assurance raisonnable. Et donc ça c'est 2028. Et derrière, ça permet, et c'est ça l'objectif en fait qui a été affiché par l'Union européenne, c'est d'avoir un niveau de sanction qui va avec. Il faut savoir que la fraude comptable, ça pardonne pas du tout, et ça peut aller jusqu'à des sanctions très très lourdes. Alors en France, alors j'avoue que je connais pas le droit comptable sur cette partie-là en Belgique, mais en France, on peut aller jusqu'à des sanctions pénales sur la fraude comptable. L'ambition de l'Union européenne, c'est d'arriver à ce même niveau de sanctions dans le cadre de la fraude comptable de durabilité. Donc ça, c'est un premier volet. L'enjeu pour monter dans les politiques publiques, c'est que si vous commencez à avoir en fait toutes les grandes organisations européennes, plus les PME cotées, donc ça, c'est ce qui est déjà dans les tuyaux, plus c'est une directive qui va s'appliquer de façon extraterritoriale. C'est-à-dire que ça fait partie des rares directives qui vont avoir vocation à être extraterritoriales. On commence à faire, en fait, avoir la possibilité de faire remonter des informations au niveau des politiques publiques et d'avoir, et c'est un autre volet, alors qu'on discute beaucoup au niveau de la chaire comptabilité écologique que je co-dirige, sur après l'articulation avec la comptabilité nationale. C'est-à-dire comment, sur ces bases-là, on arrive à poser de nouvelles mesures comme un PIB, comme la structuration des dettes écologiques au niveau d'un État, par réalignement entre la comptabilité nationale et la comptabilité des entreprises. Parce que à la base, en fait, la comptabilité nationale et la comptabilité privée, bon, alors, travaillent plus ou moins ensemble. Alors, ça dépend des pays. Dans un certain nombre de pays d'Europe, il y avait un alignement assez fort. Aux États-Unis, l'alignement est beaucoup moins fort, pour des raisons d'ailleurs politiques. Mais l'enjeu serait aussi d'arriver à avoir en fait ce réalignement
en disant, voilà, en structurant d'une meilleure façon les informations à caractère environnemental et les coûts associés au niveau des entreprises, on va pouvoir en fait restructurer la compréhension, alors je dirais du PIB, mais finalement en fait d'un indicateur agrégé qui prenne en compte les coûts réels que les entreprises doivent supporter en fonction des impacts sur les écosystèmes. Donc c'est aussi ça la logique qui est derrière. Et du coup, voilà, sur la question de l'assurance, donc je disais, donc voilà, par rapport aux éditeurs, mais euh, il faut savoir qu'il y a pas, il y a des précédents. Hein. C'est très peu connu, mais par exemple, la Suisse a un système qui s'appelle la méthode de la saturation écologique, ou méthode des écopoints, qui est un système comptable promu par l'Office fédéral de l'environnement, qui fait que les entreprises qui sont soumises à ce dispositif ont une obligation de structurer un certain nombre d'objectifs environnementaux avec en fait des systèmes de limites, c'est-à-dire donc par exemple en termes de pollution, des limites de pollution à ne pas dépasser, en termes d'extraction, d'ailleurs par exemple sur les carrières, en termes donc de limites maximales d'extraction admissible par an, et que les entreprises doivent reporter là-dessus en fait. Et ça, c'est contrôlé par l'Office fédéral de l'environnement. Donc, il y a des choses qui existent, dont on parle très peu. Et voilà, l'Union européenne est en train aussi de regarder de ça. Et donc, c'est là-dessus, justement, que CARE base et s'inspire énormément. Merci beaucoup. Je ne sais pas si Hélène, tu peux encore rester aussi. Si tu dois nous quitter, vas-y. Je serais super intéressée de vous emprunter un de ces jours. Ah bah, grand plaisir. On a des choses à dire à l'Agence européenne des produits chimiques et on cherche un peu des visions alternatives parce qu'apparemment, il n'y a que l'économie des années, je sais pas, 1740 qui existe encore dans leur tête. Donc, très bien Avec d'avoir très un grand peu. plaisir. Oui, oui. Voilà. Mais merci, c'est super intéressant. Merci. Moi, j'aurais encore une question pour vous avant d'ouvrir aux questions de la salle. Donc, c'est très prometteur, cette nouvelle approche. Quels sont les enjeux, quand même, les obstacles qui sont devant nous pour aller jusqu'au bout de la démarche que vous décrivez? Quels sont les obstacles au niveau européen et peut-être aussi au niveau international? Ouais. La question qui fâche. Ouais. Oui, alors au niveau international, oui. C'est pas gagné. Ouais, c'est plus compliqué. Dans les obstacles, bon déjà, donc comme je disais, là on a des avancées donc en termes de normalisation comptable très fortes au niveau européen et CARE est vraiment à avoir comme un horizon. Enfin voilà, pour le résumer, c'est systématiser ça et avoir vraiment des plans de compte qui vont avec et toute une structuration de A à Z dans cette optique-là, si je schématise très très fortement. Alors, ce dont on se rend compte, c'est que c'est clair qu'il y a une complexité qui va derrière, et notamment, il y a un point très important, c'est la question de la structuration de l'information, parce que les atteintes aux bons états écologiques des écosystèmes, il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit les entreprises qui soient en mesure même de produire cette information. C'est beaucoup trop complexe. Je vais donner un exemple très simple. En fait, cette notion de bon état écologique, elle existe déjà dans le droit européen, pardon, notamment sur l'eau. On a la directive cadre sur l'eau qui structure, c'est son rôle, le bon état écologique des masses d'eau, donc lacs, rivières, etc. Vous avez, alors je ne sais plus le nombre exactement, mais ça va être une trentaine de biomarqueurs. C'est même pas des indicateurs, c'est des biomarqueurs. C'est un niveau ça va jusqu'à des variétés de taxons. Enfin, je veux dire, c'est très complexe comme marqueur, justement. Et aucune entreprise, mais même une grande entreprise, est en mesure, en fait, de structurer ces biomarqueurs dans le cadre des masses d'eau sur lesquelles l'entreprise a une atteinte. Et pourtant, légalement, de par la directive 4 sur l'eau, il y a une obligation de prendre en compte ça. Alors, du coup, ça pose la question que est-ce que c'est opératoire, est-ce que c'est opérationnel? La réponse c'est en fait oui, ça le serait. Parce que, heureusement, il existe en fait, notamment dans la question de l'eau, des organismes publics qui s'appellent en France, mais il y a une chose en Belgique, parce qu'en fait, il se trouve que là, ça fait 3 semaines, je suis toutes les semaines à Bruxelles pour des conférences, donc c'est très bien, j'adore la ville, donc ça tombe bien. Où justement, on a beaucoup échangé sur ces questions-là. Donc, il y a les équivalents des agences régionales de l'eau, qui justement ont notamment pour vocation, mais pas que, de structurer ces indicateurs et de faire des cartographies. Et
pour connaître un certain nombre, seraient ravis de discuter avec les entreprises. Mais en fait, ces deux acteurs ne se connaissent pas très bien. Il n'y a rien qui est fait pour avoir une communication. Alors en fait, ça pose la question de, en fait, un nouveau rapport entre organismes publics et privés. C'est-à-dire que la donnée et l'information sur base scientifique relative à une notion extrêmement complexe qui est le bon état écologique des écosystèmes, il va falloir que les organismes publics s'y mettent, notamment par exemple l'Agence européenne de l'environnement. Et là, ce n'est pas de moi, c'est même carrément l'autorité des marchés financiers qui a émis un avis à l'Union européenne en disant ça serait bien que l'Agence européenne de l'environnement se bouge sur la normalisation comptable de durabilité parce que les informations qui vont être requises par les entreprises, ce n'est pas les entreprises qui vont les produire. Donc, il faut qu'à minima, l'agence fasse quelque chose. Et même, on peut imaginer qu'il y ait la création d'une sorte de guichet unique où, sur différents types d'impacts, d'un côté, on est l'agence ou tout autre organisme public qui a la capacité de structurer de l'information sur base scientifique et qui soit ensuite compréhensible et lisible par une entreprise. Alors, je parle de ça parce que ça a été vraiment un point névralgique dans la questionnement autour de la normalisation comptable et on est en plein dedans. En fait. Donc ça c'est une limite. On peut arriver à dépasser, mais ça demande un nouveau travail de jonction entre organismes publics et privés. Alors, je dis d'autant plus ça parce que l'exemple suisse est très parlant, parce que typiquement, ils ont été confrontés à ça. Et dans la méthodologie en fait, de la comptabilité en écopoint, vous avez toute une partie sur comment fonctionne la production des informations scientifiques par les organismes publics, et notamment l'Office fédéral de l'environnement, et quelle est la part qui doit être faite par l'entreprise. Donc, c'est extrêmement intéressant, en fait, cette articulation qui a été pensée au niveau suisse sur qui produit l'information, qui l'utilise, à quel niveau, etc., etc. Donc là, il y a vraiment quelque chose à produire. Alors ensuite, au niveau international, oui, il y a des problèmes parce que la logique, la doctrine dont on vient de parler au niveau comptable européen n'est pas du tout celle qui est forcément adoptée partout dans le monde. Et notamment, vous avez, je trouve que j'en parle beaucoup actuellement, je demande beaucoup d'intervenir là-dessus parce qu'on est en plein dedans. En fait, cet été, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées. En fait, fin juillet, donc l'Union européenne a sorti les actes délégués officiels donc, de CSRD, de la directive. Et en même temps, en juin, vous avez un organisme qui s'appelle l'International Sustainability Standard Board, donc le Conseil de normalisation de durabilité internationale, qui a sorti en fait ces normes propres. Alors cet organisme, c'est une émanation d'un autre organisme qui s'appelle l'IASB, beaucoup d'acronymes, désolé, mais en comptabilité, on a beaucoup d'acronymes. Là, Alors, l'IASB, c'est l'International Accounting Standard Board. Je ne sais pas si vous le connaissez. L'IASB, je ne sais pas si ça vous parle, si vous en avez déjà entendu parler. Ça parle à certaines et certains d'entre vous. L'IASB. Alors, en fait, c'est assez remarquable parce que c'est un organisme dont on parle quasiment pas. Ça doit être un des organismes les plus puissants au monde. Mais vraiment, hein, c'est même au-delà du FMI. En fait, hein, c'est lui qui coordonne les normes comptables dites internationales et qui régule en fait quasiment tous les groupes cotés au niveau mondial et qui fait la pluie et la beau temps, la pluie et le beau temps en fait hein, dans la façon de comptabiliser tout et n'importe quoi au niveau des grands groupes cotés internationaux. Et on n'en parle quasiment pas, vraiment tout simplement parce que derrière la comptabilité, on a cette idée que c'est extrêmement technique, il y a une sorte de c'est un peu objectif, c'est neutre, on ne sait pas trop. C'est renvoyé à un débat d'experts et surtout, on n'en parle pas dans les médias et on laisse ça voilà, à des sachantes et sachants, ce qui pose un énorme problème. Donc, en fait, on est en dehors de tout débat citoyen et ça veut dire que dans des alcôves de personnes avec une expertise voilà, qui est celle décident des orientations de l'économie. Donc l'IASB, en fait, a décidé voilà, que les normes comptables internationales devaient être uniquement à destination des actionnaires et devaient favoriser uniquement une vision de l'économie basée sur les marchés financiers. Voilà. Bon. C'est un organisme en plus de droit privé, c'est-à-dire ce n'est pas un organisme international, elle n'est sous contrôle d'aucun État dans le monde, mais c'est cet organisme, pardon, c'est lui qui émet donc les normes comptables internationales. Et là, ils se sont mis en tête de structurer la soutenabilité. Et donc, ils ont créé l'ISSB en 2021, qui émet donc des normes, enfin, qui a émis les premières normes cette année, en disant, voilà, de notre propre chef, en dehors de toute structuration, donc de souveraineté étatique
de quoi que ce soit. Enfin, on émet en fait des normes qui vont conduire à, en tout cas, c'est avancer, la vision de la soutenabilité que les entreprises vont devoir adopter. Et là, celle-là, elle n'est pas du tout, enfin, les grands groupes côté, elle n'est pas du tout alignée sur ce que l'Union européenne dit. C'est pas du tout sur des objectifs, plans d'action, les coûts associés, etc. Là, on est sur la question de, justement, quelle est la structure des risques et opportunités pour l'actionnaire. C'est-à-dire en quoi les questions environnementales, et notamment déjà climatiques, affectent la valeur actionnariale, en plus et en moins. Et là, on est dans l'analyse coût-bénéfice du point de vue de on perd ou on gagne au niveau de la valeur actionnariale. Et donc, c'est la seule chose que ces normes vont montrer. Et donc là, c'est une doctrine totalement différente. Et il y a un conflit actuel, dont là aussi on parle peu. Alors, ça commence à arriver dans les journaux. Ça commence à arriver dans les journaux. Mais on n'en parle pas encore assez entre, d'un côté, donc, la philosophie européenne qui s'est imposée, et cette philosophie-là qui veut, en fait, s'imposer au niveau mondial sur, finalement, la question environnementale doit être résumée à qu'est-ce qu'on gagne et qu'est-ce qu'on perd au niveau de la valeur actionnariale. Ce qui n'est pas du tout la même chose, hein, on en convient. Mais voilà, donc on en est là. Donc oui, ça, c'est un écueil important. Et, et les prochaines étapes je sais pas si on peut parler d'affrontement entre la vision Hein. européenne et la vision internationale. Les prochaines étapes, là, il y a déjà une problématique géopolitique, hein, qui va imposer la norme à qui? Et c'est complexe actuellement parce que donc l'ISSB peut s'appuyer sur les normes comptables internationales financières en disant si vous appliquez déjà les normes comptables financières internationales, vous allez devoir appliquer nos normes. Alors, il y a des entreprises dans le monde qui ont commencé à dire non, ça ne se passe pas comme ça. Ce n'est pas parce qu'on applique vos normes financières qu'on va prendre les normes de durabilité. Bon. Donc, il y a une première chose. La deuxième chose, l'Union européenne donc, a décidé que CSRD allait être avec un principe d'extraterritorialité. Et justement, pour aussi contrer ce qui se passe avec l'ISB, il y a vraiment une bataille des normes très forte. Et il se trouve que la majorité, alors, ce qu'on appelle les encours, pour simplifier en fait des valeurs boursières, simplifier, attribuées à la finance durable, sont européennes. Ce qui fait qu'à l'heure actuelle, un acteur au niveau international qui veut se dire investir dans le durable est d'une façon ou d'une autre, quasiment obligé en fait d'aller sur le marché européen. Donc c'est un argument de poids pour l'Europe en disant, si vous voulez vraiment faire de la durabilité, il va falloir que vous adoptiez nos normes. Donc, on a ça, et là-dessus, on a les États-Unis qui sont totalement bande à part. Alors, eux, ils sont partis très, très loin sur le capitalisme woke, avec des décisions complètement aberrantes dernièrement, si vous investissez même avec des critères environnementaux, vous avez plein de sanctions, des problèmes, etc. Enfin, c'est très, très... Donc, eux, ils sont en dehors de l'ISSB et de l'Union européenne. Et ce qui va être déterminant, c'est l'Asie et l'Afrique. Ça va vraiment être là où va y avoir quelque part le combat. Qui va adopter quoi? Quelle doctrine? Alors, par exemple, l'Afrique francophone a déjà posé qu'ils allaient être plutôt côté CSRD. Parce que déjà, en termes de philosophie comptable, ils sont très proches de l'Europe. Mais là, donc, voilà, ils ont tendance à aller là-dessus. De façon très intéressante, il y a de plus en plus de colloques qui sont organisés en Afrique sur la comptabilité écologique. Donc, c'est vraiment quelque chose qui monte en puissance. Donc maintenant, il va y avoir au niveau africain les pays pétroliers, sur quoi ils s'alignent. On s'attend à ce qu'ils s'alignent sur l'ISSB. L'Asie. Le Japon, on sait que le Japon a toujours été plutôt sur une doctrine comptable plutôt européenne. Donc, on s'attend à ce qu'ils s'alignent sur CSRD. La Chine, on ne sait pas. Et la Corée, on ne sait pas trop. Donc voilà, il y a vraiment une géopolitique actuellement avec beaucoup d'attention sur parce que c'est pas seulement qui va gagner la bataille de la norme, c'est pas l'Europe contre cet organisme privé, l'ISSB. C'est surtout qui va imposer une philosophie dans la compréhension justement de l'impact, de comment on intègre le rapport à l'environnement au niveau de l'entreprise même.
Merci beaucoup. J'aurais envie de poursuivre avec des questions pour reboucler sur le principe pollueur-payeur, mais je vais d'abord laisser la parole aux personnes qui souhaiteraient poser des questions. Peut-être le micro. Bonsoir, merci beaucoup pour cette explication et pour votre combat pour tenter de changer un système dont tous les mécanismes, la majorité des mécanismes en présence prônent pour sa stabilisation absolue. J'ai compris que CSRD vise à améliorer le reporting et la transparence sur toute une série d'impacts environnementaux mais également autres des entreprises. Pour que ce système ait un impact sur les choix que font les entreprises et finalement sur leur impact, il faut qu'il y ait quand même des objectifs qui soient fixés. Je n'ai pas compris que les directives imposaient des objectifs et je ne sais pas qui va déterminer ces objectifs à atteindre au-delà du client qui, dans l'hypothèse d'une meilleure information, pourrait faire des choix informés. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions d'emblée? Oui. Enfin, une question sur les effets de la CSRD. Et donc, en fait, je me demande, comme ça devient obligatoire pour toutes les sociétés qui sont cotées en bourse, donc ça va ouvrir un nouveau champ d'action à des investisseurs qui veulent vraiment faire quelque chose, les activistes, donc détenir une seule action, et si on est d'avis que le reporting n'a pas été fait de la bonne manière, on peut les traîner en justice, ce qu'on ne pouvait pas faire auparavant. Est-ce que c'est juste? Et qu'est-ce que ça, quels sont les conseils aux activistes? Bon, je ne suis pas investisseur, mais un peu différent, mais j'avais une remarque sur la question d'analyse coût-bénéfice. Je pense que c'est un peu comme le principe pollueur-payeur. Un instrument, ça dépend comment on s'en sert. Ce qu'on met derrière les bénéfices. Bon, Hélène Duguy est partie, c'est dommage. Elle a montré que une bonne partie du bénéfice dans ce qu'on appelle l'évaluation économique totale au système, ça vient, il y a la partie tangible, la partie intangible. La partie intangible, une bonne partie, c'est justement ce que Jacques Weber regrettait appeler l'évaluation plus contingente, c'est-à-dire l'évaluation contingente qui consiste à poser des questions sur willingness to pay, willingness to receive. Et ce qu'on sait, c'est que, bon, on est un certain nombre d'économistes à penser que ça n'a aucune valeur scientifique, puisque selon les personnes à qui on pose les questions, Hélène l'a dit, selon le moment où on les pose et selon la manière dont c'est formulé, on a des réponses totalement différentes. Et d'ailleurs, quand on fait l'évaluation sur les écosystèmes, deux expertises, deux études vont avoir des résultats complètement différents. Et la manipulation est absolument parfaite. Et ce que je veux dire, c'est qu'on peut l'utiliser, comme l'a dit Hélène, pour effectivement dire que ça coûte beaucoup trop cher de réduire les polluants, les problèmes, les polluants chimiques, etc. Mais on peut, et je l'ai vu, utiliser, par exemple, pour la conservation, complètement différemment. C'est-à-dire, il suffit en gros de dire que d'interroger le touriste anglais qui débarque au Kenya pour aller faire un safari, pour lui savoir quel est son willingness to pay pour continuer à avoir des éléphants, des buffles, etc. Il va annoncer un prix extraordinaire. Évidemment, si on demande ça au mec du bidonville de Nairobi, ça ne sera pas du tout la même réponse, mais on se garde bien d'aller poser cette question. Et il y a eu un papier tout à fait récent, dont j'ai oublié le nom à l'instant, mais bon, lui, il fait autre chose, qui a expliqué, dans une grande analyse coût-bénéfice, à quel point faire des aires protégées quasiment partout, les 30 x 30, était quelque chose d'absolument extraordinaire du point de vue coût-bénéfice. Donc ça peut aussi fonctionner du côté de la conservation, en défaveur des mines, en défaveur de ce que vous voulez. C'était une énorme expertise. T'en souviens peut-être Florian, qui est sur cette grosse analyse, mais j'ai oublié le nom, mais toi tu as une meilleure mémoire que moi, certainement, qui expliquait en quoi, en coût-bénéfice, la conservation, le fait de faire des aires protégées, c'était absolument, ça écrasait toutes les autres options en termes de coût-bénéfice. Donc en gros, on voit qu'on peut, ça dépend ce qu'on met derrière, quoi. C'est comme un instrument, ça dépend de comment on s'en sert et qu'est-ce qu'on met derrière. Donc en soi-même, il est pas catastrophique, quoi, cet instrument. Non,
Ok. Si tu retrouves voilà. Merci. Bah, je vais commencer par ta question, Alain. Merci, ça me permet de préciser des choses. Ah non, 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 pas du tout. Loin de là. Non, mais c'est justement. Alors, en fait, dans l'analyse coût-bénéfice, il y a plein de choses, et ça entrait évidemment dans les points techniques. Il y a la question, en fait, de l'évaluation, effectivement, le business fait et problème que ça pose, et la théorie. Et d'autant plus que quand on est sur l'évaluation, on arrive à un problème de fond qui est comment est-ce qu'on élimine dans le fait d'aller demander le consentement à payer des effets déontologiques, des effets liés à des personnes qui valorisent la valeur intrinsèque d'un écosystème. Et alors, toutes les études qui essayent de disséquer en disant quelle est la part totalement utilitariste, c'est un peu n'importe quoi. Et ce que tu dis sur l'analyse coût-bénéfice, oui, mais la question, c'est est-ce que ce qui est valorisé dans le coût, c'est le coût du respect de la valeur intrinsèque d'un écosystème ou est-ce que c'est le consentement à payer par rapport à sa propre fonction d'utilité? Et là, on rentre dans un débat qui est sans fin et qui est, de mon point de vue, totalement inutile, mais qui, en soi, pose la question même, encore une fois, du support théorique qui est derrière l'analyse coût-bénéfice. Donc là, voilà, il y a un problème par rapport à ça. Et quand on regarde même d'un point de vue théorique, hein, il y a un fameux modèle de Peirce, qui démontre, qui d'ailleurs son papier s'appelait Les limites de l'analyse coût-bénéfice dans les évaluations environnementales, qui démontre que en dehors de toute problématique liée à l'évaluation, voilà, du consentement à payer, c'est-à-dire admettons qu'on puisse en faire une totalement objectivable. Eh bien, dans un certain nombre de cas, le maximum de l'analyse coût-bénéfice va être en dehors des capacités de régénération des écosystèmes. Et ça a été repris par Olivier Godard, voilà, et en disant qu'on ne peut pas s'échapper de ça. Donc, je veux dire, voilà, fondamentalement, on a des problèmes théoriques de fond et qui posent la question, a-t-on vraiment besoin d'avoir ce type de raisonnement? Et est-ce que derrière l'analyse coût-bénéfice, souvent, en fait, on n'est pas tout simplement en train de dire, on fixe des objectifs et on regarde les actions à mener. Voilà, point. Ce qui simplifierait beaucoup le débat de mon point de vue, en fait. Et donc voilà, mais en tout cas, justement, c'est un point important dans le débat. Alors, sur les questions concernant CSRD, sur la fixation des objectifs, donc la première question, sur l'obligation, alors là encore, sans entrer dans les détails techniques, ce qui se passe, c'est qu'il y a la première mouture qui a été proposée, en fait, des normes comptables techniques qui a été sortie en novembre. Et ensuite, il y a les actes délégués, donc ce qui est vraiment voté par le Parlement, qui est arrivé en juin. Entre-temps, il y a eu 6 mois de lobbying. En fait, dans la première mouture, il y avait une obligation d'avoir des objectifs sur énormément d'écosystèmes. Et 6 mois de lobbying, notamment de l'ISSB au passage, mais pas que, ont fait que l'obligation maintenant est, pour simplifier, uniquement sur le climat. Sur les autres, il y a en fait cette structure, objectif, plan d'action, coût, enfin ressources financières, mais avec la nuance, qui est une grosse nuance, que l'entreprise, dans l'état actuel de choses, doit communiquer des plans d'action si elle en a déjà. Si elle n'en a pas, elle ne les communique pas. Et la deuxième chose, c'est effectivement maintenant dans la nouvelle mouture, la mouture qui est arrivée en juillet, ce n'était pas le cas au départ, et voilà, que c'est à l'entreprise de faire ce qu'on appelle son analyse de matérialité, c'est-à-dire c'est à l'entreprise d'évaluer l'importance relative des enjeux environnementaux. Donc si elle estime que, par exemple, de son point de vue, elle n'a pas d'impact sur l'eau, elle ne met pas l'eau. Alors, il y a une exception, c'est le climat, où là, elle devra justifier explicitement pourquoi elle ne met pas le climat. C'est-à-dire donner des éléments tangibles scientifiques prouvant qu'elle n'a pas d'impact suffisant sur le climat pour ne pas faire justement ce reporting. C'est le seul cas qui est resté. Donc, il y a des limites, mais en tout cas, voilà, on a dans le texte cette philosophie pour tous les systèmes environnementaux et sociaux. Maintenant, dans l'application, voilà, mis à part le climat, effectivement, une entreprise peut encore contourner. L'enjeu, c'est que enfin, faut être très clair, et ça va être justement, il va falloir suivre ce qui va se passer, mais
beaucoup de parlementaires ne veulent pas en rester là et faire en sorte que justement à partir de cette mouture-là, on arrive à récupérer la version première. Mais là, il va y avoir voilà, des débats très intenses dans les mois et années à venir qui vont être très intéressantes d'ailleurs à regarder. Alors, sur la question de que faire en tant qu'investisseur, c'est une excellente question et là, ça va être passionnant ce qui va se passer en 2024-2025 avec alors, il y a beaucoup d'ONG qui sont spécialisées dans l'activisme, à commencer par Greenpeace, et beaucoup d'ONG sont un peu là sur les rangs, dans les rangs, en attendant justement de voir ce que les entreprises vont communiquer, comment elles vont communiquer, ce que les auditeurs vont communiquer et comment donc les ONG vont pouvoir travailler au niveau des assemblées générales déjà. Donc, j'ai pas de réponse comme ça, mais ça va être une question absolument passionnante à suivre, effectivement, parce que ça va changer et comment les ONG vont s'en emparer. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou réactions? Non. Ah, allez-y, allez-y. Si on a encore le temps. Si ça nous éloigne de la bière, alors. Ça nous éloigne forcément de la bière, mais on a encore, on peut prendre 5 minutes. Merci. C'est une question concernant cette étude de 1973 sur les baleines, les coûts-bénéfices. Quand je pense dans une optique 1850, les baleines, il n'y a qu'un bénéfice, il n'y a pas de coût. Quand je pense à une vision moderne des écosystèmes, je pense fertilisation des couches basses de l'océan, tout le mélange des différentes couches, des températures qui est fait par les baleines, ce qu'on ne savait probablement pas en 73. Est-ce que si on réévaluait les coûts et les bénéfices, on voit la baleine non pas juste comme un animal décoratif et gras, mais aussi comme un animal qui rend vraiment un service à l'océan? Est-ce que ça changerait le résultat? Et de combien? Si on récupère. Non, mais une première réponse, en fait, le papier de Clark, c'était une question de dire quelle est, utiliser un gros mot là, ça s'appelle la valeur actualisée en fait des flux de trésorerie qui sont attenants à l'exploitation des baleines. Comment on maximise ça? En fait, quelle est la trajectoire de gestion? Quelle est la bonne population, voilà, de baleines et comment gérer cette population pour en tirer le maximum de bénéfices? Voilà. Et là, on fait des analyses vraiment sur perte et gain de valeur de marché sur une population de baleines donnée. Et donc, ce que Clark montre, c'est que quand on essaye donc de trouver la trajectoire optimale sur cette base-là, en fait, ça conduit à une extermination des baleines. D'ailleurs, en fait, on l'a sur beaucoup d'autres cas. Là, ça rentrait, il a écrit d'ailleurs un superbe bouquin de bioéconomie qui revient complètement là-dessus, avec justement les distinctions entre les cas d'extinction, les cas de non-extinction, etc., etc. Alors, la question, en fait, de rajouter là-dessus, toujours encore dans une vision complètement sur une doctrine d'économie mainstream, voilà. Justement tous les services écosystémiques et les externalités. Donc ça aussi, ça a été rajouté dans les modèles. Là, je vais le dire en 2 mots, c'est si on complète en fait les travaux qui viennent à la Clark avec des travaux sur le modèle de Peirce, tout ça, en fait, c'est extrêmement complexe. On a des situations où on va avoir des systèmes de conservation. On a des situations où on a de la conservation, mais à des niveaux qui ne sont pas suffisants pour maintenir, pour stabiliser la population. On a des situations où on va avoir une extermination, on a des situations plus régénératives, on a à peu près de tout. Et c'est extrêmement variable sur l'estimation des taux d'actualisation, sur l'estimation des niveaux d'externalité. Enfin, voilà, ça devient un truc. Mais on a de tout, en fait. Et notamment, on peut se retrouver dans une situation d'extermination, ce qui est un peu problématique.
Alors, une toute dernière, très rapide. Merci. Quand on voit que le législateur européen n'a pas l'air de se mettre d'accord sur l'impact sur la santé humaine et l'environnement de l'utilisation du glyphosate, quelle est votre conviction d'observateur privilégié sur la capacité de ces systèmes à nous faire rentrer rapidement dans une courbe qui nous ramènera à l'intérieur des limites planétaires? La meilleure pour la... Peut-être la... Non, mais merci pour la question. Alors, je dirais que je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que ce qui est historique, en fait, dans CSRD actuellement, et en fait, hein, de façon, parce que CSRD est connecté au Green Deal, hein, et dans le Green Deal, il y a aussi tout le plan d'action pour la finance durable, c'est que l'Union européenne a décidé de réglementer sur des bases en prenant en compte les impacts réels sur l'environnement et en n'étant pas justement sur une base notamment de risque-opportunité ou des choses comme ça. Après, savoir où ça va mener concrètement, comme c'est pas encore appliqué, que on a des débats sur tout et enfin si je prends l'exemple, par exemple, à côté de CSRD, vous avez le règlement taxonomie, vous connaissez la taxonomie des activités durables pour les investissements. La base est vraiment très intéressante, c'est on fixe des objectifs hein, et à partir de là, on donne une définition assez cadrée de ce qu'est un investissement durable. Bon, définition théorique. Le problème, c'est que, comme vous l'avez peut-être suivi, il y a eu tout un débat politique. Est-ce que le nucléaire, c'est une activité durable au regard de la définition? Est-ce que le gaz en est une? Et c'est parti en débat entre la France qui dit bon, ben, prenez-moi mon nucléaire et l'Allemagne qui dit ben, je veux bien le prendre si vous prenez mon gaz. Puis c'est terminé, on prend le nucléaire et le gaz. On est tombé après sur la gestion des forêts scandinaves. Alors ça, on s'y attendait pas où on pensait qu'un certain nombre d'activités étaient pas forcément durables. Et là, les pays scandinaves, très forestiers, évidemment, ont dit non, non, mais attendez, tel type d'activité, ça doit rentrer dans la classification durable. Bon. Donc, on a des bases qui sont très intéressantes. Mais alors maintenant, le jeu des débats politiques hein, et de savoir ce qui va aller derrière, c'est extrêmement difficile de le prédire. Donc, je dirais juste que la très bonne nouvelle, c'est qu'on commence à avoir une structuration réglementaire très intéressante. Maintenant, ben, aux parlementaires et aussi aux citoyens de s'en emparer. Et c'est pour ça que je le redis, c'est un vrai problème qu'il n'y ait pas suffisamment de médiatisation et de débat citoyen sur l'avancée comptable, enfin, les avancées comptables actuelles. Parce que là, c'est à ce moment-là, c'est à ce niveau-là que ça va se jouer, en fait. C'est comment on utilise cet outil, en fait. C'est parfait parce que ça me permet de conclure. Ça me permet de conclure en vous remerciant beaucoup d'avoir fait le déplacement pour nous rejoindre ce soir et en espérant que cette conférence qu'on va essayer de diffuser le plus possible puisse contribuer à l'émergence de ce débat vraiment enfin, dans la sphère publique, bien au-delà des experts dont vous avez parlé. Donc, merci beaucoup et merci à vous toutes et tous d'être voilà, d'être restés attentifs jusqu'au bout.